Bonsoir Myriam, bienvenue, tu es la première. Euh, Marion, bonjour, bonsoir, bienvenue. Hello Claire, ça va? T'es sur tous les fronts? Avec Claire, t'es sur tous les fronts toi. Fanny, bonsoir. Elodie, bonsoir. Ah bah ça fonctionne bien, hein. Tout le monde à l'heure. Ah oui, il y a déjà une dizaine de personnes, d'accord. Il y a plus de monde que quand je fais un live sur ma page, hein. D'où te vient ton inspiration? Alors, bah, on va commencer, c'est parti, Fanny qui lance le truc. Donc, le dernier livre, là, par exemple, si je le prends comme exemple, là, je peux vous le montrer, vous avez dû le voir, hop, peut-être en photo, machin. En fait, à l'ombre du monde. En fait, c'est simplement que on était avec ma femme sur une plage déserte un soir assez tard. Et, euh, et en fait, elle est partie se baigner. Donc c'était bain de minuit. Et en fait, en ressortant, elle m'a pas trouvé. Donc moi, j'étais avec mon fils sur la plage. Et je sais pas, j'avais dû bouger. Voilà, j'avais dû le suivre. Il devait marcher dans le sable. Et en fait, du coup, en sortant, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe si jamais je retrouve pas Eric et César, du coup, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et en fait, elle me l'a dit. Et le soir même, on est rentré dans le petit village. Donc c'était en Espagne. On est rentré dans le petit village, on a déposé nos affaires, on est parti marcher au bord de la plage et en fait on a lancé l'idée de À l'ombre du monde, donc l'histoire d'une femme qui va faire un bain de minuit à l'étranger, qui se retrouve seule, sans son mari et sans sa fille là pour le coup, et qui essaye de trouver où ils sont et en fait bah, tous les indices administratifs, tout laisse à penser qu'en fait elle a pas de famille. Et donc du coup, voilà, est-ce qu'elle est folle en fait, ou est-ce que en fait c'est il y a un complot, il y a une conspiration qui veut faire croire que voilà. Donc c'est un petit peu. Donc en fait l'inspiration, on va dire, ça vient pas mal du vécu. Euh, après, d'où ça vient moi au niveau des livres, j'ai fait aussi des livres sur les Aztèques. Donc là, c'était plutôt une inspiration qui était plutôt recherchée. C'était vraiment aller. Et une manière aussi de trouver l'inspiration, je trouve, c'est d'aller regarder un petit peu ce qui se fait. Ça peut donner des idées. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite? Prison Experiment, ça c'était vraiment quelque chose qu'on a imaginé avec mon ami d'enfance quand on avait 15 ans. Donc là, l'imagination hyper fertile. On imaginait des trucs, des mondes, une prison avec des salles spéciales, avec des pièges, avec des trucs. Donc on était parti là-dedans complètement. Donc voilà, bah, différentes sources d'inspiration. Ce que je remarque parfois quand j'écris, c'est. Alors, il y a des fois, on est très en forme, et puis on se dit ça va être super et tout, puis en fait, c'est pas forcément la folie. Et il y a d'autres fois où vraiment, il faut se donner un coup de pied au derrière pour aller écrire. Et en fait, en écrivant, il y a des trucs qui apparaissent comme ça, tchac, tchac, tchac. Et alors, moi, ce que je fais, c'est que je les note. Je bosse sur Scrivener, je sais pas si vous connaissez. Sûrement, c'est avec. Il y a des petits fichiers en fait, c'est comme s'il y avait plein de petits fichiers Word. Donc en fait, j'ai des trucs, je vais noter les idées parce que c'est des idées d'un autre moment. Donc ensuite, après, je finis la scène, je finis le chapitre et je reviens sur un autre truc. Donc des fois, l'inspiration, elle vient aussi en se forçant à travailler. Ben, il y a le cerveau qui se met en branle et qui va trouver un peu des idées à droite à gauche. C'est assez marrant l'inspiration. Et personnellement, j'ai toujours eu peur de manquer d'inspiration et dire comment je vais faire, est-ce que je vais réussir à tenir, on va dire, entre guillemets, un livre. Et en fait, il s'avère que les livres que je fais, ils sont de plus en plus longs. Alors j'espère qu'ils sont pas de plus en plus barbants aussi, hein. Alors vous me direz, mais c'est vrai que ça a tendance à se rallonger. Donc en fait, c'est une peur qui est infondée, puisque de toute façon, dès lors qu'on a envie de mettre en place des mécanismes, des trucs et tout, bah, il faut aller chercher. Et puis après, il y a des méthodes aussi. Il y a des méthodes qui permettent de travailler l'inspiration. Le but aussi, c'est que l'inspiration soit on va dire, elle soit dans un cadre, parce que sinon on va partir dans tous les sens. Et là, c'est vrai qu'on écrit un bouquin, pour ceux qui ont déjà tenté d'écrire une histoire, qui l'ont déjà fait, on peut partir dans tous les sens. Donc l'idée, c'est de savoir un petit peu quel est le message qu'on veut faire passer, vers quoi on veut aller. Et du coup, ça aide à canaliser l'inspiration et à la concentrer, et donc à la rendre peut-être un petit peu plus efficace, quoi. Alors, bonsoir Michel, bonsoir, bonsoir. Alors, donc Claire qui dit cette imagination, bah oui, bah c'est ça. Donc petit à petit, voilà, on travaille l'imagination et puis voilà, ça porte ses fruits ou pas quoi. Donc voilà, donc là, j'ai pas vu d'autres questions pour l'instant, donc n'hésitez pas à en poser d'autres. Je vais essayer de suivre le chat. Euh, qu'est-ce que je peux dire? Une petite présentation. Donc bonsoir et merci d'être là. Déjà, c'est hyper sympa.
Merci beaucoup Virginie d'avoir proposé de faire ce live. C'est la première fois que je fais un live sur un groupe. Donc ça me touche beaucoup. Enfin vraiment, merci d'être là. Et donc voilà, donc Eric Costa. Donc moi j'ai toujours aimé écrire. Comment dire, un journal de bord, un journal intime, un petit peu à la Indiana Jones, là où je faisais des schémas, des trucs un peu, les énigmes, les machins. Ça quand j'étais tout petit. Et, euh, et ensuite, on s'est retrouvés séparés avec mon ami d'enfance. Et en fait, pour garder un petit peu le lien, l'idée c'était de s'écrire des nouvelles l'un l'autre. Donc en fait, on écrivait des nouvelles, on s'était inspiré pas mal de Robert Bloch, Contes de terreur. Des nouvelles un petit peu macabres, un petit peu d'horreur, un peu fantastique et tout. Et le but, c'était de se retrouver l'autre à travers l'écriture, en fait, dans une lettre, papier à l'époque. Et puis, se retrouver, puis se surprendre et se faire passer des bons moments et puis échanger. Et donc, en fait, voilà, donc là, on avait commencé à écrire quand on était ensemble, ensuite quand on était séparés, géographiquement, parce que moi, je suis parti vivre assez loin. En fait, on a continué à écrire. Et l'idée, c'était de surprendre à la fin. On voulait qu'il y ait un petit twist et tout. Après, moi, je suis rentré dans la vie active, donc j'étais dans l'aéronautique, donc j'ai un petit peu laissé ça de côté, on va dire. Et ensuite, j'ai toujours gardé en tête que je reviendrais à l'écriture un jour. Et effectivement, j'ai eu l'occasion à un moment de suivre une formation avec un scénariste. Parce que l'idée de l'univers, moi, je travaillais vraiment avec une idée d'univers, d'une histoire, un truc sympa ou même un twist. Mais je commençais à écrire, j'avais l'impression que je serais capable d'écrire un bouquin. Et en fait, mon truc, il retombait à plat tout de suite. Donc, je suis allé vraiment chercher avec un scénariste, dire comment on raconte une histoire. Est-ce qu'il y a des manières de raconter une histoire qui font qu'on arrive à prendre le lecteur par la main au début, à l'amener à la fin de l'histoire, on arrive à lui faire vivre des émotions, on arrive à monter les enjeux, les trucs. Et en fait, c'était ce qu'il me fallait. Moi, j'ai fait une formation vraiment pendant 3 ans qui était très, très, on va dire, très intense. C'était un week-end entier par mois, en plus du boulot, donc il fallait tout gérer en même temps et tout. Mais c'était hyper enrichissant. Et le but, c'était qu'à la fin, je sois capable de me gérer à peu près tout seul. Parce que c'est vrai qu'avec l'écriture, écrire un livre, on peut le faire, mais est-ce qu'on arrive à écrire un livre qu'on peut faire lire aux gens, que les gens pourraient apprécier? Est-ce qu'il faut se poser, en fait, il faut vraiment avoir des méthodes de travail et se poser tout un tas de questions pour être sûr qu'on arrive à un produit abouti, qu'on peut, voilà, même si on le met sur Amazon en tant qu'auteur indépendant, on n'a malheureusement pas forcément une maison d'édition derrière qui va valider certains trucs ou nous conseiller ou arranger tout ça. Donc le but, c'est d'être vraiment le plus indépendant possible. Donc de savoir vraiment quelle méthode mettre en place, quelles questions se poser pour arriver à la fin du bouquin et être sûr d'avoir un truc qui est sympa à lire et qui a un intérêt. Sinon, c'est pas la peine de publier. Voilà, en gros, ça c'était pour la présentation un petit peu. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec ça. Je regarde les questions et après je reviendrai sur d'autres trucs. Alors Sophie, moi je vais parler de Prison Experiment que j'ai adoré. D'où est venue ces idées de cette prison avec différentes saisons et tous ces pièges? Et comment as-tu imaginé le comportement des gens enfermés? Alors en fait Sophie, je te remercie, ça fait très plaisir que tu aies aimé Prison Experiment. Euh, Comme j'ai expliqué tout à l'heure, Prison Experiment, c'est vraiment un gros gros projet qui a mûri dans notre tête avec mon ami d'enfance Jean de Ruel quand on avait 15 ans, 14 ans. Et je me souviens qu'on avait imaginé l'histoire, on a vu Cube juste après. Et on s'est dit, bon sang, ils nous ont piqué notre idée, quoi. En fait, non, c'est pas chacun, on a. Forcément, il paraît que quand on a une idée sur Terre, il y a quelqu'un d'autre qui a la même idée au même moment, ou alors je sais plus, il y a 30 personnes qui l'ont eu avant, enfin je sais pas trop quoi. Donc en fait, on avait cette idée-là, et en fait, c'est, bah, tu sais, commenter avec ta meilleure amie, j'imagine, c'est tu commences à parler d'un truc, ouais, mais attends, si on fait ça, ce serait trop bien, et s'il se passait ça, ce serait génial, et tout machin. Et en fait, on a mis un peu tous les films qu'on aimait bien, toutes les histoires qu'on aimait bien. Donc il fallait que ce soit un univers, un huis clos, avec effectivement différentes salles, avec des pièges, avec différentes, comment dire, avec, comme tu dis, différentes saisons. Donc il y a différents climats aussi. Donc t'as des salles sèches, tu as des salles humides, t'as des salles inondées. Et en fait, l'idée, c'était de créer un ensemble congruent. Alors, quand on avait 15 ans, qu'on avait pensé à ça, c'était un peu l'architecte fou qui dirige sa prison, qui a fait un truc un peu. On n'avait pas forcément on va dire, une vraie logique derrière quelque chose qui pourrait être crédible. Et moi, en fait, quand j'ai repris du coup ces livres-là, il y a, je sais pas, 3 4 ans, un truc comme ça, même plus, je les ai repris une première fois et ensuite j'ai repris une deuxième fois pour les sortir, j'ai vraiment tenu à ce que les choses soient le plus crédibles possible. Et là, on a eu l'apparition de l'intelligence artificielle et, et voilà tous ces trucs-là. Donc en fait, c'est vraiment les idées, c'est ça. Tu vas prendre un petit peu à droite à gauche. Moi, par exemple, j'adore Hunger Games, par exemple. Donc
après avoir écrit l'histoire, j'ai revu les Hunger Games, voir un petit peu les idées que ça me donnait, parce que je voulais vraiment cette ambiance. On est seul dans un environnement hostile. C'était vraiment les conditions de survie dans un environnement hostile, mais en même temps, il y avait toute une richesse dans le paysage. Il y avait vraiment cette idée qu'on peut rencontrer, bah, par exemple, les troqueurs, donc on peut aller chercher des objets à droite à gauche dans la prison, et puis aller les troquer à un autre endroit pour récupérer des armes ou de la nourriture ou des trucs comme ça. Et ça laissait vraiment un champ des possibles complètement énorme. Et, euh, et c'est là où ça devient difficile, en fait, c'est que c'est un univers qui est tellement, il y a tellement de potentiel qu'il faut quand même essayer de rester sur un truc où, voilà, ça reste quand même une trilogie. Faut dire ce qui est intéressant et puis pas trop se répéter. Et c'est un petit peu le problème. En fait, c'est pas le manque d'idées. Encore une fois, on revient sur l'inspiration. C'est pas le manque d'idées. C'est justement, il y a tellement d'idées. À un moment, il faut choisir lesquelles je prends, lesquelles je garde et voilà pour que ça fasse sens et que ça fasse placer un bon moment aux gens, quoi. Donc, ouais, Virginie, toi aussi. Bah ouais, donc effectivement, Hunger Games, ouais, je pense qu'on adore. Enfin, il y en a beaucoup qui doivent adorer. C'est Ouais, il y a quelque chose de magique là-dedans, on est obligé de se débrouiller et tout, puis en même temps on sent qu'il y a dans une héroïne, parce que dans Prison Experiment c'est aussi une héroïne, moi dans tous mes livres c'est des héroïnes en fait, et je trouve ça vachement plus fort, et c'est des héroïnes qui s'ignorent surtout. Donc au début elles se retrouvent un petit peu catapultées dans un truc, elles savent pas trop pourquoi, elles savent pas trop si elles doivent y aller, finalement elles sont plus ou moins forcées d'y aller, et finalement elles se découvrent des ressources insoupçonnées ou alors des ressources qu'elles connaissaient mais qu'elles n'avaient pas approfondies, qu'elles n'avaient pas utilisées à 100%. C'est le cas de Katniss où vraiment, voilà, où tu vois qu'au début, bon déjà elle est assez douée à l'arc et tout, mais petit à petit, et tu sens elle a un gros caractère, elle a une grosse force de caractère, une force morale, et c'est ça qui fait le personnage. Donc, et Prison Experiment, c'est vraiment ça, c'est vraiment une jeune femme qui est hacker, qui est envoyée dans une prison expérimentale dont on a perdu le contact. Plus personne sait ce qui se passe dans la prison depuis 7 ans. La prison est implantée dans zone 51, donc c'est secret défense, secret militaire machin. Et elle se retrouve euh, catapultée dans cette prison avec un groupe de mercenaires, donc elle est avec des guerriers que des hommes. Elle, c'est la seule femme et elle est numéro 3 du groupe. Et en fait, quand ils rentrent et que ça se passe mal dès le début, en fait, elle se retrouve très vite à devoir prendre un espèce de lead. Et donc, en fait, il y a un leadership un peu qui se crée entre un gros bourrin de mec, en fait, on va dire, et puis elle qui est hacker, qui est plutôt sur l'intelligence, la sensibilité. Et il y a toute une énigme en fait à travers cette prison, parce que le but étant qu'ils doivent retrouver l'architecte de cette prison, qui est censé être caché à l'intérieur encore, malgré les 7 ans qui sont passés. Et il y a à la fois la découverte du monde physique, on va dire, avec les différentes factions qui cohabitent, avec tout le mécanisme qui a pu se mettre en place au bout de 7 ans, qu'ont vécu les mecs, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils ont survécu, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc il y a le bien, le mal, il y a un peu entre les deux, il y a plein de trucs comme ça. Et en même temps, elle, il y a sa quête personnelle. C'est qui elle doit devenir pour arriver à la fin de cette histoire, pour arriver à trouver son Graal, qui elle doit devenir. Et ça tourne pas mal par rapport au leadership, justement. Donc savoir comment on peut être un leader, comment on peut s'arranger pour que les gens nous suivent, par exemple, qu'ils aient envie de nous suivre. Alors, ouais, bah, Virginie, je pense que je vais les lire, moi, les Hunger Games, parce que j'ai pas vu les livres, mais j'imagine que c'est tout le temps. Claire, là, oui, tes personnages féminins. Ouais, effectivement, comme je disais, alors vraiment, bah ça, toi, Claire, tu sais pourquoi, hein, mais moi j'adore les personnages féminins. Déjà, c'est une exploration, on va dire. Hein, c'est aller explorer un petit peu autre chose. Et je prends toujours le même exemple, hein. C'est assez trivial, mais c'est quand Conan le Barbare, je sais pas si vous avez lu, c'est peut-être pas. Moi j'ai lu un petit peu, c'est vachement sympa. Conan il est super fort, machin, et il arrive toujours finalement par la force. Et moi, ce que j'aime bien justement de prendre une héroïne, c'est que elle peut pas réussir par la force. Donc elle va être obligée d'utiliser la finesse, l'intelligence. Et là, je suis en train de découvrir justement Outlander en ce moment. Je trouve ça assez sympa justement de voir parce que c'est un personnage féminin écrit par une femme. Je pense qu'il y a une différence entre personnage féminin écrit par une femme et écrit par un homme. Et, euh, et moi, mon personnage féminin, qui est pas écrit par une femme, du coup, il y a peut-être moins de nuances qu'un personnage féminin écrit par une femme. Mais c'est un petit peu différent. C'est un peu à cheval peut-être entre les deux. Et je trouve ça génial parce que je me sens dans la peau de ce personnage plus fragile, mais en même temps tellement de capacités à développer, tellement de trucs, et en même temps cette force là qui peut sortir et tout emporter. Et ça, j'ai vraiment. Voilà, donc en fait, il y a un personnage féminin dans toutes les histoires, et, euh, et je pense que ça va continuer, quoi. Il n'y a pas de raison. Là, le dernier, à l'ombre du monde, il y a un duo quand même. Il y a un duo qui se met en place avec donc
Ariane qui est écrivain, qui est donc la personne qui a perdu sa famille, et un flic qu'elle connaissait d'avant, qu'elle va retrouver, et il va se créer un duo. Donc, ça j'aime bien aussi, un duo c'est vachement intéressant parce que ça permet de faire un peu d'avoir un peu de contradiction, quoi. Il y en a un qui pense ça, puis l'autre il va dire oh mais attends t'es sûr parce que moi machin, là, moi j'y crois pas du tout. Et du coup c'est sympa, ça crée un débat et ça crée même un petit conflit interne qui peut être sympa. Alors donc alors oui Virginie, tu peux nous présenter tes livres. Donc en gros, alors les livres, on va dire j'ai quatre pans différents en fait. Le premier donc c'est Prison Experiment, donc je vous ai dit, c'est un petit peu c'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Au niveau de la technologie, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de l'armement, on va dire l'armement du groupe de mercenaires, c'est des armements de ce qu'on appelait il y a 20 ans le fantassin du futur, mais c'est le fantassin de maintenant. C'est-à-dire par exemple, vous imaginez, vous avez un gun là, vous avez un flingue. En fait, il y a une caméra qui est reliée à un petit œilleton que vous avez dans votre casque. Et donc, mettons, vous pouvez vous mettre dans le coin enfin, derrière un coin, derrière un mur, et vous mettez juste l'arme. Et là, vous pouvez viser à la caméra. Et en même temps, votre chef de section, il peut voir ce que vous voyez. Et donc, il peut tout lider par caméra avec des trucs, avec des ordinateurs. Ils ont des batteries dans les gilets pare-balles, avec des ordinateurs, avec plein de trucs, des détecteurs, des trucs. Donc ça, Prison Experiment, ça se passe dans un environnement technologique évolué, mais ça reste du possible. Et donc c'est cette histoire donc, de cette mercenaire qui doit aller retrouver un architecte dans une prison expérimentale secrète qui a été abandonnée depuis 7 ans. Et quels sont les enjeux derrière, et quels sont les enjeux personnels et les enjeux extérieurs. Et je vais avancer sur plusieurs trames entre ce qui se passe dedans, ce qui se passe dehors. Et ça, il y a tout qui va converger. Donc ça ensuite, il y a L'ombre du monde, je vous ai expliqué, donc c'est l'histoire de cette jeune femme qui fait un bain de minuit et qui ensuite ne trouve plus ni son mari ni sa fille, et donc il va tout faire pour les retrouver et qui va se rendre compte qu'en fait son passé est lié à des secrets qui remontent à l'oracle de Delphes et, euh, et qui sont et liés aussi à des membres illustres de l'histoire avec un grand H et également à une société secrète et donc voilà et donc il y a tout un truc qui va se mettre en place comme ça. Je me suis vachement. Alors ça, on va dire, c'est plutôt du thriller, on va dire ésotérique, historique. Ça se passe en Provence. Là maintenant, j'habite en Provence depuis 1 an et demi. Donc on parle d'Avignon, le Palais des Papes. On parle de Saint-Victor à Marseille, de Glanum, de toutes les, de pas mal de sites, on va dire, d'origine grecque en Provence et aussi en Grèce. Et ça se passe à cheval entre. L'histoire se passe à cheval entre la Grèce et la Provence. Et ça va être vraiment course contre la montre, un petit peu à la Da Vinci Code. C'est vraiment course contre la montre, avec aussi effectivement on va dire, des énigmes à résoudre. Alors ça, j'en mets de plus en plus les énigmes, j'adore. Donc aller chercher un peu d'essence, des trucs, des sens cachés, des pierres cachées quelque part, des machins, enfin ça voilà, des trucs, vraiment ça me... Voilà, donc ça c'est à l'ombre du monde. Ensuite il y a la trilogie Aztèque, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Euh, donc en fait, Aztec, pour l'instant, c'est une trilogie. Si je vais à la fin, il y a 8 livres en fait qui sont prévus. Voilà, si j'arrive à la fin, il y a 8 livres. Et donc c'est l'histoire, pareil, d'une jeune fille qui est la fille du chef de village. Ça se passe juste avant les arrivées du conquistador au Mexique. Et en fait, elle est enlevée par des contrebandiers qui viennent chercher un tribut, parce que vous savez qu'à l'époque, c'était les Aztèques qui régnaient avec Mexico Tenochtitlan. Et en fait, toutes les provinces étaient conquises et les gens devaient verser un tribut pour ne pas se faire défoncer en fait par les Aztèques. Donc du coup, parfois il y avait des cités-États, c'était que des cités-États. Ils envoyaient des gens pour chercher des tribus, pour piller des villages et puis récupérer des tribus. Donc ça pouvait être des êtres humains, ça pouvait être des coquillages dans les régions où il y avait des plages, des machins, ça pouvait être des pierres précieuses, ça pouvait être du bois, des fourrures, enfin tout ça. Et en fait, elle est les victimes d'un de ces pillages. Et elle se retrouve catapultée dans une ville aztèque, qui est une petite ville, et elle est dans un harem, parce que ça existait de partout, les harems, hein, vous devez le savoir. Il n'y avait pas que, on va dire, au Proche-Orient. Et en fait, elle est catapultée là-dedans, et elle arrive en tant qu'esclave, et son but, c'est de s'enfuir, et de se venger des Aztèques. Donc en fait, c'est l'histoire, on va dire, vraiment, si je devais résumer l'histoire en une phrase, ce serait dire une jeune esclave qui se soulève contre l'Empire aztèque. Voilà. Maintenant, j'ai fait les 3 premiers tomes. Là, je vais attaquer le quatrième maintenant. Il y a pas mal de gens qui me le demandent. Et on va dire, c'est du roman historique, mais c'est très orienté action. Et on est vraiment
Euh, on est vraiment sur ce qui se passe dans un harem. J'ai vraiment cherché à développer les luttes de pouvoir pour essayer de devenir la favorite, pour vraiment les luttes qu'il pouvait y avoir, même les empoisonnements qu'il pouvait y avoir, ou tous ces trucs-là. Donc on est vraiment, encore une fois, dans un huis clos, avec une tension, avec des enjeux de vie et de mort, hein, tout simplement. Et donc cette jeune fille qui arrive là, qui parle à peine la langue aztèque et qui commence comme esclave et qui doit petit à petit aller chercher, se faire une place en fait, trouver sa place. Et elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle a les yeux verts. Et en fait, quand on lui demande mais pourquoi tes yeux verts, elle dit bah mon père m'a toujours dit qu'il venait de l'océan, mais en fait j'ai et elle sait pas pourquoi. Et donc ça fait partie aussi de ce qu'elle doit découvrir. Mais ses yeux, qui sont une énigme et qui peuvent la faire passer pour une sorcière. Alors à l'époque, ils disaient pas dans ce pays-là, ils disaient pas sorcière, hein, mais c'est l'équivalent. D'un autre côté, c'est aussi ça qui va lui faire gagner aussi beaucoup de choses. Et puis elle a aussi un don, elle chante très bien, donc elle peut aussi séduire par son chant. Et donc, elle rentre, elle arrive dans tout un univers, en fait. Il y a vraiment un univers géopolitique à ce moment-là, juste avant l'arrivée des conquistadors. Et l'idée, ce serait que mes 4 premiers tomes soient avant l'arrivée des conquistadors et les 4 derniers après l'arrivée des conquistadors. Et là, on verrait aussi toutes ces histoires avec Cortés, avec le combat justement pour conquérir le Mexique et tout, c'est complètement passionnant. Je ne sais pas si vous avez un petit peu vu, mais il n'y a pas énormément de livres qui sont faits là-dessus. Il y a un livre très connu qui s'appelle, comment il s'appelle? Je sais plus, je sais plus. C'est Azteca. Azteca, il y en a peut-être certains d'entre vous qui l'ont lu. Donc c'est vachement sympa. Je vous le conseille vraiment. Azteca, c'est sympa. Alors, je continue. Donc j'ai présenté les livres, ça c'est bon. Moi j'ai trouvé très compliqué Prison Experiment. Ben, c'est possible. Alors il y a des gens qui m'ont dit que c'est assez compliqué, puis il y a des gens en fait, voilà, bah, ça dépend en fait. Euh, Peut-être qu'il faut lire assez vite pour rester un peu dans le mood et voir comprendre vraiment, parce qu'il y a vraiment, comment dire, dans le tome 2 forcément, je reparle des choses qui ont été découvertes dans le tome 1, et donc il y a vraiment des liens. Donc, mais c'est vrai que ouais, il y a plusieurs intrigues. Souvent dans mes livres, là, les derniers livres, c'est vraiment, il y a là par exemple l'ombre du monde, il y a une héroïne, on va dire, j'avance avec 4 ou 5 intrigues différentes, ce qui permet de changer le rythme, ce qui permet de mettre des surprises, des cliffhangers, ce qui permet de mettre des ironies dramatiques où vraiment tu as certains personnages qui connaissent des trucs et d'autres qui ne le connaissent pas. Donc le lecteur, des fois, il connaît plus de choses que le héros de la scène ou alors moins. Donc on crée des effets comme ça. Donc je trouve ça pas mal. Mais du coup, ouais, c'est assez complexe en termes de construction. Mais c'est passionnant, c'est complètement passionnant. Coucou Nathalie, c'est super que tu sois là. Partout, toi, comme Claire, hein, partout. Est-ce que ton prochain est moins complexe? Alors, bah, le prochain, ça sera Aztec 4, du coup. Donc, ouais, Aztec, c'est quand même des livres qui sont plus courts et il n'y a qu'une seule héroïne. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu entends, Fanny, exactement par complexité. Mais il y aura moins d'intrigues. Donc, effectivement, il y aura une seule intrigue. Donc, j'aurais tendance à dire que ça sera peut-être moins complexe en termes de construction. Combien de livres avez-vous écrit, Bernadette? Les 3 Prison Experiment, les 3 premiers Aztèques, les 2 à l'ombre du monde, ça fait 8. Et bon, après, il y a quelques petits trucs à côté. Et j'ai un recueil de nouvelles aussi qui s'appelle Réalité Invisible, qui est vraiment sur, justement, bah, ça revient un petit peu sur ce que je vous racontais quand on écrivait avec mon ami d'enfance. Donc vraiment, on va dire, quelque chose qui peut se passer dans la réalité, vraiment le fantastique, la définition du fantastique. C'est-à-dire quelque chose qui peut se passer, mais on se demande un peu, il y a quand même des trucs un peu bizarres, des indices un peu bizarres. Et à la fin, on comprend un truc, on se dit, ah, mais bon sang, enfin, voilà, c'est un truc comme ça. Donc en fait, recueil de nouvelles, 6 nouvelles, qui sont un peu comme ça, qui font un petit échappatoire, qui sont des trucs assez courts, enfin des nouvelles forcément, mais des nouvelles assez courtes. Doit faire 6 000 mots par nouvelle, donc beaucoup plus court que ce que je fais maintenant. Elodie, bah, bonsoir et merci beaucoup. Merci. À l'ombre du monde, bah, Michel, donc effectivement, ouais, bah, l'ombre du monde, moi, c'est le dernier que j'ai fait. J'essaye à chaque fois de faire mieux qu'avant. Voilà. Donc, si vous voulez commencer par l'ombre du monde, bah, génial, c'est super. Enfin, si ça vous dit de commencer un moment, n'hésitez pas. Allez faire un petit tour, regardez un petit extrait, puis si ça vous dit, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Alors, combien de temps je mets pour écrire un roman, Marion? Euh, Alors ça dépend parce que le premier roman est toujours très très long. Le premier roman, je rigole parce qu'il y a Claire qui dit arrête, j'ai envie de relire TPE. Mais en plus Claire, j'ai fait une nouvelle version de TPE. Parce que ça c'est un autre truc, c'est une petite incise. Il y a des auteurs, ils écrivent un truc, ils le rangent et c'est fini, ils y touchent plus. Alors moi je suis pas du tout comme ça. En fait,
je trouve que c'est sympa que ça vive, en fait. Et donc, par exemple, quand Claire me dit j'ai envie de relire Prison Experiment, en fait, effectivement, j'ai eu un ami qui a eu des super idées, qui avait projeté des trucs sur le troisième tome. Il a dit, ah, je pensais qu'il y aurait ça, il y aurait ça. Et quand il m'a dit ça, j'ai fait, ah ouais, mais en fait, c'est énorme. Et du coup, j'ai pris 2 semaines où j'ai fait que ça, j'ai repris le troisième tome. Et donc, j'ai changé. C'est pas des gros changements, mais ça va être un petit peu plus fin que ce qui se faisait, des surprises un petit peu plus fines et tout. Et, euh, et ça, c'est vraiment, ça me fait penser à, enfin, un exemple et quelqu'un de très connu et puis voilà, vraiment un génie, c'est Rodin qui faisait sa porte des enfers. Et en fait, sa porte des enfers, elle a toujours, donc c'est cette espèce de grosse porte, vraiment noir basalte, et avec toutes ces œuvres en fait qui étaient dedans en fait. Donc le penseur de Rodin, tous les trucs connus, ils sont dans la porte des enfers et il l'a extrait de là et pour en faire une œuvre à part entière. Donc je trouve ça déjà génial cette idée d'avoir une œuvre qui synthétise tout. C'est vraiment énorme. Si vous avez l'occasion, quand ils rouvriront les musées, d'aller voir le musée, elle est à Paris, si vous êtes déjà peut-être allé. Et, euh, et ensuite, c'est ça, ce qui était génial, c'est qu'elle était vivante son œuvre. Parce qu'en fait, toute sa vie, il l'a changé, sa porte des enfers. Il a rajouté des trucs, il a enlevé des trucs, machin. Et on voit ces visages torturés qui essayent de sortir, de s'extirper de l'enfer. Et moi, j'adore, c'est un peu macabre et tout, j'adore ce truc-là. Et donc, je revenais sur la question. Alors, pour écrire un roman, le premier roman, moi, c'est Aztec, c'est un roman qui fait 60 000 mots. Donc, 60 000 mots, ça fait 350 pages, on va dire. J'ai mis, je crois que j'ai mis 2 ans à l'écrire. Donc ça, c'était le premier roman. C'était il y a, je sais pas, il y a 4 ans, peut-être un truc comme ça. Et maintenant, le dernier, là, Prison Experiment, pardon, pas Prison Experiment, À l'ombre du monde, j'en ai 2 comme ça. Donc il y a 2 tomes qui font à peu près 450-500 pages. Et là, je l'ai commencé, on va dire, en avril, je pense, avril-mai. Et j'ai sorti le 2 là, il y a vendredi dernier, le 5 février. Donc en fait, j'ai mis, on va dire, mince, oui, j'ai mis à peu près, ouais, je crois, entre 8 et 10 mois, enfin 9-10 mois pour écrire. Donc voilà, donc il y a 5 ans, je mettais, on va dire, 2 ans pour faire 60 000 mots. Et maintenant, j'ai mis 9-10 mois euh, pour faire 280 000 mots, je crois. Donc, c'est-à-dire, vraiment, ça fait 1000 pages, le bouquin entier. Donc, en fait, voilà, le temps, il varie. Parce que petit à petit, quand on regarde, je ne sais pas si vous avez lu l'écriture de Stephen King, mais il le dit bien. Enfin, on le voit parmi les exemples. Si on dit, mais mettons, vous écrivez une page comme ça, hop, je sais pas, je la mets face à la caméra. Vous écrivez une page, et là, au tout début de votre écriture, quand vous allez vous relire et vous réécrire votre première version, vous allez tout barrer, vous allez tout changer. Donc, ça va prendre beaucoup de temps. Il y aura un travail énorme à refaire. Par contre, au bout de plusieurs années d'écriture, ou quand vous êtes vraiment un maître comme Stephen King, en fait, votre première version, qui est la version que vous écrivez comme ça, la V1, que vous écrivez voilà, comme ça, euh, vous laissez couler votre histoire. En fait, vous allez enlever un mot par-ci, vous allez rajouter une petite virgule là. Enfin, lui, il en est là, quoi. C'est-à-dire que lui, ce qu'il écrit, tout de suite, c'est une VDF, quoi. Donc, c'est énorme. Et donc, en fait, je pense qu'on met toujours beaucoup plus de temps. On gagne du temps après. Et puis après, ça dépend des genres. Moi, j'ai tendance à faire des genres qui sont des genres complexes et qui demandent du temps d'écriture. Quand on se plonge dans la tête d'une jeune fille de 13 ans dans l'Empire aztèque en 1500 et quelques, ça demande plus de boulot qu'écrire un truc contemporain. J'ai écrit un truc contemporain avec un copain. J'étais étonné de la facilité. Il y a tout qui venait, c'était facile, je connaissais, ça se passait dans Bordeaux, donc machin. Donc Claire, tu vois de quoi je parle, Nathalie aussi. Et en fait, c'est plus facile, donc ça dépend aussi de ce qu'on écrit. Mais en gros, écrire un livre en un mois, moi je peux, enfin je peux pas. En tout cas, j'arrive pas, puis j'ai pas envie en fait. Quand on lit des conseils de grands écrivains, comme notamment Stephen King, il dit en gros, vous écrivez votre première version, vous la mettez dans un coffre pendant genre 3-4 mois, vous l'oubliez, et ensuite vous la redécouvrez avec un œil neuf, et là vous faites votre travail de réécriture, de relecture avec un œil neuf. Et pour moi, c'est vraiment difficile au bout de 3 semaines, bon, écrire un bouquin par exemple de 80 000 mots, donc de 400 pages en 3 semaines, et puis ensuite de tout de suite réécrire. Je sais pas, je pense que. Enfin, moi, je sais pas. Voilà. Bon, moi, j'ai pas l'enjeu de. J'ai un travail à côté, donc j'ai pas l'enjeu de à tout prix sortir un bouquin, une deadline et tout. Mais je suis très, très perfectionniste, donc je préfère vraiment aller loin. Par contre, il est hors de question d'aller passer. Voilà, j'ai attendu d'avoir peut-être 33, 34 ou 35 ans pour écrire pour sortir, pour éditer mon premier bouquin, pour publier mon premier bouquin, le publier moi-même. Et là, maintenant, je veux que ça avance. Je ne vais pas mettre 20 ans à écrire un bouquin. Donc là, j'ai mis 10 mois, mais c'est un gros truc.
c'est une histoire vraiment qui est complexe, avec vraiment plein de liens, plein de trucs. Donc je pense que, voilà, enfin en tout cas moi c'est ma façon de voir les choses. Je vais mettre, là pour Aztec 4 qui est plus simple, je pense que je mettrai 6 mois si tout va bien. Mais après, c'est pareil, c'est qu'est-ce qu'on entend par 6 mois. Parce qu'il y a des gens, ils vont dire je vais mettre 6 mois, mais ils bossent 3 heures par nuit. Il y en a, ils bossent 20 heures par jour. Enfin, c'est, en fait, ça veut pas forcément dire grand-chose. C'est hyper. Moi, je pense qu'il faut le temps, il faut que ça prenne il faut le temps qu'il faut. Et le but, c'est vraiment, je me dis que nous, en tant qu'auteur édité, on a besoin de pub. Forcément, il n'y a personne qui fait notre pub. Donc, vous voyez, des fois, on se saoule sur les groupes en disant, ouais, machin, je fais mes offres, mes lancements, mes trucs. Mais je pense que la meilleure pub, c'est de faire un bon boulot et que les gens eux-mêmes, ils aiment et qu'ils en parlent. C'est la meilleure pub. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, j'essaie de faire le meilleur boulot possible à chaque livre. Et ensuite, bah, on verra si les gens aiment, ils vont en parler, ils vont le dire autour d'eux et ça va être génial. Donc voilà, c'est ça le but. Euh, c'est passionnant, mais d'où vous vient l'inspiration quand vous avez l'air à fond? Ouais, effectivement, Elodie, je suis pas mal à fond. Euh, tu t'as remarqué. Euh, comme je disais tout à l'heure, l'inspiration, ça vient de plein de trucs, hein. C'est vraiment une idée comme ça sur un vécu. Ça peut être une discussion avec un ami. Ça peut être un film qu'on a vu. Ça peut être, tiens, ici, machin. Ça peut être un rêve. Alors, le rêve, malheureusement, ça m'est déjà arrivé d'avoir des rêves. J'avais l'impression que ça ferait des best-sellers, des trucs de malade. Et j'ai essayé de noter les quelques bribes dont je me souvenais. En fait, je relis, je dis, mais c'est quoi ce truc? Enfin, c'est pourri, quoi. Je vais rien faire avec ça. Donc, c'est assez marrant. Je sais pas si vous est arrivé. Mais non, discussion, et puis un petit peu de vécu, on va dire, pour, l'inspiration. Donc je continue. Le retour d'Aztec, j'ouvre une bouteille, toujours à fond clair. Bah ouais, on le fêtera. Franchement, l'Aztec 4, on le fêtera. Puis je vous promets du gros là. Là, j'ai déjà le scénario en tête, ça va être sympa. Tu n'écris que des séries, tu n'as pas de one shot. Alors Virginie, pour te répondre, ça fait un moment que je me dis, il faut que tu arrêtes les séries. Notamment, c'est pas trop compatible avec Amazon. Amazon, c'est one shot, on balance un truc et puis ensuite on balance autre chose et puis ça marche un peu au coup de cœur, quoi. Les gens, tiens, je flash là-dessus. C'est pas facile de fidéliser sur des séries. Euh, En plus, tout le monde dit à chaque série, à chaque tome, tu perds des gens. Donc les gens, ils poussent à ne pas écrire de séries. En fait, personne ne pousse à écrire de séries. Euh, Maintenant, comment répondre à cette question? Tu vois, par exemple, à l'ombre du monde, donc encore une fois, celui-là, quand je l'ai écrit, je pensais que ce serait un one-shot. Voilà. Je pensais que ce serait un one-shot. Et j'aurais voulu que ce soit un one-shot. Mais vraiment. Et en fait, je suis arrivé à ma moitié, j'avais 500 pages. J'ai essayé de virer le maximum de choses, tout ce qui n'était pas essentiel. Bah, j'avais 480 pages. Donc j'ai fait, bon, bah, je vais faire deux bouquins, parce que je ne peux pas faire un bouquin papier qui va faire 1000 pages, quoi. Donc voilà, donc j'ai divisé en deux. Et après, sur Prison Experiment, à la base, c'était un roman. Ensuite, c'est devenu deux romans. On va dire, il y a on va dire, vraiment, c'est organique, hein, ça s'est séparé comme ça. Il y a un truc qui est né. Et ensuite, en fait, il y en a un troisième qui est né. Et je me suis dit, mais pourquoi tu fais trois tomes? Est-ce que c'est vraiment trois tomes? Et c'est vraiment les questions dont je vous parlais, savoir vraiment. Et en fait, j'ai trouvé que ça faisait sens parce que dans cette thématique du leadership, euh, c'était vraiment, il y avait trois phases différentes d'apprentissage. Et ces trois phases représentent à chaque fois un tome. Si vous lisez Prison Experiment, vous verrez, à chaque tome, il y a une évolution du personnage qui est spéciale pour arriver à l'évolution finale, on va dire. Là, on parle d'évolution de personnage, je parle encore de trucs, je suis peut-être un peu trop. Dites-moi si je suis trop théorique, hein, parce que je vous parle vraiment euh, comme auteur, mais euh, on va dire ça s'est fait de lui-même en fait. Je pense qu'on part pour écrire un truc, et puis il y a un moment, il y a l'histoire, elle prend le contrôle en fait. Il ne faut pas qu'elle prenne trop le contrôle, donc il faut qu'on ait un cadre, qu'on sache qu'on ne fait pas n'importe quoi, qu'on ne perd pas son temps, qu'on ne fait pas de digression. Mais une fois que le cadre est établi, il est possible que le cadre, bah, bam, hop, il se scinde en deux, hop, il se scinde en trois. Et il faut savoir quelles questions il faut se poser, je pense, pour se dire, tiens, est-ce que c'est légitime que je fasse trois tomes, plutôt que deux tomes, plutôt qu'un tome. Voilà. Et donc j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien écrire des one-shots. Pour l'instant, bah, comme tout le monde me demande la suite d'Aztec, bon, bah, je vais faire la suite d'Aztec. En plus, c'est un plaisir, c'est toujours génial, Aztec, voilà. Donc il va y avoir ça. Mais par contre, c'est clair qu'à côté d'Aztec, je vais tout faire pour faire des one-shots. J'ai déjà des idées, des trucs et tout. Mais est-ce que je vais y arriver? Bah, on va voir. J'espère. J'espère. Euh, salut Geoffrey, c'est sympa d'être là. Alors, est-ce que j'écris tous les jours, Bernadette?
Oui, alors moi j'ai pris un job en me disant bah, ce job c'est bien parce que ça te permettra d'écrire parce qu'en fait je travaille on va dire, je suis dans l'aéronautique et je travaille sur des horaires décalés. Donc je travaille tôt le matin, je travaille tard le soir, je travaille les jours fériés, je travaille le week-end. Donc en fait ça me donne des jours de repos. Donc non seulement ça me donne des jours de repos, mais en plus sur les journées que je fais, comme je travaille très tôt, très tard, souvent j'ai une partie de la journée aussi que je peux mettre à profit pour écrire. Donc en fait, ouais, j'ai choisi un métier en me disant, si tu veux revenir à l'écriture, grâce à ce métier, tu pourras le faire dans des bonnes conditions, sans avoir le stress d'à tout prix devoir sortir des bouquins, réussir à tout prix, à gagner je sais pas combien, tout ça. Et, euh, et donc en fait, c'est un boulot qui me permet d'écrire tous les jours. Donc oui, effectivement, Bernadette, pour vous répondre, euh, j'écris tous les jours. Il y a juste le week-end où j'essaye de... C'est plutôt famille, on va dire. Mais ça me manque. C'est-à-dire si j'arrête d'écrire pendant plus de 2 jours, enfin il y a un truc qui me manque et ça va pas. Et je sens que j'avance pas. Et je sens qu'il y a un truc et ça va pas. Et en plus, on peut se déconnecter. L'histoire aussi, il faut vraiment les... Je connais ouais, des écrivains, vraiment. Alors eux, c'est fini le week-end, il n'y a personne. Enfin, eux, c'est parti pendant des semaines, on les voit plus, ils sont dans leur, euh, dans leur caverne. Donc, moi, je suis pas comme ça. Mais j'écris vraiment tous les jours. Pourquoi? Parce que moi, je suis plutôt du matin. Parce qu'on va dire, pour moi, j'ai l'esprit plus vif le matin. J'ai plus d'énergie. Et généralement, quand j'arrête, il va être 15-16 heures. Là, je vais manger. Euh, Déjeuner à 15-16 heures, c'est assez tard, mais du coup, ça fait quand même une belle matinée entre 8-9 heures du mat et jusqu'à 15 heures, 14, 15, 16 heures. Là, je vais arrêter de. Mais je suis fracassé, enfin, j'ai plus de cerveau. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment écrire tous les jours, parce qu'en fait, tous les jours, il y a une nouvelle énergie, mais en fait, elle part très vite. Au bout de 3 heures d'écriture intense, 4 heures, 5 heures, l'énergie, elle dégage, quoi. Donc, tous les jours, il faut remettre un petit peu d'énergie, parce que sinon, ça s'essouffle. Donc le but c'est ça, c'est vraiment écrire tous les jours. Et en plus ça manque. Si on le fait pas, ça manque. Donc bah, du coup tant mieux quoi. Donc bonsoir Corinne, merci d'être là. Aurore, combien avez-vous écrit de livres? Bah effectivement, comme je disais tout à l'heure, la trilogie Prison Experiment, la trilogie Aztec, le diptyque À l'ombre du monde, plus quelques petits trucs à droite à gauche machin. Donc on va dire 8 romans, on va dire 8 romans publiés avec un recueil de nouvelles en plus et des petits trucs à côté. Voilà. Un one show genre bah oui ouais c'est ça bah oui tout à fait 1500 pages. Le one shot bah effectivement on peut faire des one shots de 1500 pages hein, c'est sûr hein. Mais la peur que j'avais moi si j'avais fait un one shot avec À l'ombre du monde, alors déjà j'aurais dû le sortir plus tard parce qu'il a fallu que je retravaille la deuxième partie tout ça, mais surtout c'est que c'est intense quand même hein, le bazar. Donc je me dis pas plus mal que les gens fassent une petite pause à la fin du tome 1 et là ils reprennent un peu d'énergie pour attaquer sur le tome 2. Parce que j'ai une de mes correctrices, elle était vers la fin du tome 2 et elle m'a dit oh, je peux. Je lui ai dit, ouh. Elle m'a dit c'est chaud quoi. Elle m'a dit ça l'empêchait de dormir, il fallait qu'elle continue. Enfin, et donc voilà, donc je dis bon, on va peut-être diminuer un peu l'intensité. Et puis, alors, Sophie, eux, mes rêves, on m'enfermerait direct. Alors attends, là je comprends pas la blague, j'ai dû louper un truc. Euh, on voit que tu es passionné par ce que tu fais, tu donnes envie de lire et de découvrir ton univers. Bah écoute, merci Virginie, franchement, si j'arrive à faire passer un peu le message, l'enthousiasme, c'est ce que j'essaye de faire, tu verras si tu tentes mon écriture. Euh, Mon but c'est vraiment de... Voilà, je veux pas des descriptions de 50 pages où on s'ennuie, je veux pas écrire une scène qui sert à rien. Une scène qui sert à rien, ça peut servir à quelque chose dans le sens où ça peut développer une ambiance, ça peut permettre de casser un rythme un petit peu, ça peut permettre au lecteur de se reposer, un peu de souffler. Donc ça c'est hyper important. Et donc ça sert à quelque chose finalement. Mais il n'y a pas de scène qui ne servent à rien. Et après moi dans mon écriture, ce que j'essaye de faire c'est donc déjà ce truc en fait où il n'y a pas de temps mort et où on avance et où ça monte, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'au feu d'artifice final. Donc c'est vraiment une notion de... Je travaille énormément là-dessus. Très important pour moi aussi que mes personnages aient quelque chose à apprendre, que vraiment ils commencent, et que voilà, ils apprennent des choses parce qu'on apprend avec eux aussi. Et quand je dis apprendre sur soi-même, ça peut être quelque chose d'ordre psychologique, ça peut être quelque chose d'ordre moral, ce qui est encore plus fort. Ça peut voilà, c'est vraiment des choses, donc forcément, et puis après, bon, tous les à côté, on apprend toujours aussi des choses un petit peu, la vie, tous ces trucs-là. Mais donc il y a vraiment quelque chose qui est important, c'est
je pense, pour s'attacher à un personnage aussi, de voir un peu, de se reconnaître un peu dans ses failles, dans ses erreurs, dans ses travers, et de voir aussi porter ce message d'espoir qui est de dire, bah ouais, mais même si on a ce truc, on peut quand même arriver à faire des trucs, on peut quand même machin. Et moi, c'est ce que je mets dans ma biographie, je mets là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et j'en suis persuadé. Et d'ailleurs, le dernier livre, là, à l'ombre du monde, ça parle de quoi? Ça parle du pouvoir de l'esprit sur la matière. En fait, si je vous balance le truc, ça fait peut-être un peu bizarre, mais vraiment derrière, c'est est-ce qu'on peut influencer? Est-ce qu'avec notre esprit, on peut choisir d'être qui on veut être? Est-ce qu'on peut choisir de changer le monde? Est-ce qu'on peut... Voilà. Et ça pose cette question sous-jacente à l'histoire, à travers tout le truc. Et c'est vraiment... donc le but, il y a ça. Et ensuite, le troisième pilier, je dirais, de mon écriture, c'est aussi... J'essaye de faire une écriture qui est très, je dirais pas sensuelle, mais axée sur les sens. C'est-à-dire, au lieu de, et ça, je suis pas le seul, enfin voilà, il y a plein, c'est vraiment, c'est quelque chose, au lieu de, on va dire, d'expliquer quelque chose, d'être énormément dans la tête de mon personnage, disant, attends, alors si je fais ça, si je faisais ça, il se passerait ça et machin, ça c'est vraiment intellectualiser. Le problème quand on intellectualise, c'est qu'on est loin de nos émotions. Donc moi, le but, c'est de faire ressentir des émotions. Et donc j'essaye de passer par les sens. Donc ça va être le toucher, ça va être la vue, ça va être les odeurs. Voilà. Et je vais toujours essayer de travailler là-dessus et pour essayer de faciliter l'immersion du lecteur. Ça, c'est quelque chose. Et notamment, je pense que c'est très présent dans Aztec, parce que Aztec, c'est un monde qui appelle au sens. Il y a des couleurs, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Mexique, mais c'est les couleurs, c'est la mer qui est turquoise, c'est le ciel qui est bleu, cette lumière, ces oiseaux multicolores, ces fleurs multicolores. Et donc là, ça appelle vachement les sens. Ça parle vachement au sens. Et donc, c'est important pour moi que le personnage, quand il lit Aztec, bah, il se sente un peu là-dedans, quoi. On n'est pas dans la grisaille sous la pluie comme actuellement. Là, on respire, quoi. On est dans un ailleurs, quoi. Voilà, donc ça, c'est un petit peu euh, encore un truc en plus sur mon écriture. Euh, alors, Sophie, tu dis, je suis d'accord avec les trois tomes de Prison Experiment, je me suis bien retrouvé. Bah écoute, Sophie, si tu as réussi à trouver ton chemin dans Prison Experiment, t'es balèze. Parce que c'est un vrai dédale. Alors là, c'est un dédale, c'est un truc, c'est fait pour se perdre en fait. Donc voilà. Donc Sophie, chapeau, bravo. Euh, oui, effectivement, bah, Michel, effectivement, pouvoir concilier travail professionnel et écriture, c'est vrai que c'est super. Alors je te cache pas que j'ai toujours quand même une petite question, c'est de me dire, et si j'arrêtais complètement mon boulot pour faire que l'écriture à bloc? Est-ce que, tu vois, il y a toujours ce rêve de me dire, peut-être un moment, je vais pouvoir arrêter, switcher et faire que de l'écriture. Et je sais pas, peut-être que je suis lâche et que j'ose pas le faire. Peut-être que c'est pas encore le bon moment. En tout cas, ce qui est génial, c'est que ça avance, qu'il y a des livres qui sortent, que j'ai des retours. Tu vois, là, je me suis rendu compte, là, aujourd'hui, il y a deux retours en plus sur À l'ombre du monde, le premier tome. Enfin, je veux dire, c'est génial, c'est des cadeaux. Tu vois, ce live, que vous soyez là, c'est un super cadeau. Donc, le chemin est génial. Donc, on va voir où ça conduit quand on continue, quoi. On continue. Virginie, bah ouais, Prison Experiment. Virginie, si t'aimes bien Hunger Games, vas-y, sans hésiter. Sincèrement, je te rembourse si t'es pas contente. Si tu trouves pas ton bonheur. Euh, alors les couvertures, je te remercie du coup pour le petit clin d'œil que tu me dis qu'elles sont jolies, donc ça fait toujours très plaisir. Je vous en mets une là, donc hop, je sais pas si je la mets bien, voilà. Donc en fait vous voyez, alors qu'est-ce qui me les fait les couvertures? Donc j'ai deux illustrateurs, j'en ai un qui dessine, qui a fait Aztec, donc lui il dessine vraiment, et j'en ai un qui est écrivain aussi que vous devez connaître, c'est Mathieu Biasotto qui me fait mes couves. Alors, on travaille ensemble, c'est-à-dire que quand Mathieu me fait des couves, moi je lui donne mes idées, lui il va piocher dans les idées qu'il a, et après moi je vais chercher d'autres trucs sur Internet, je vais chercher pour dire voilà, je voudrais cet élément-là, je voudrais que ça soit placé comme ça. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Après, ce qui est génial avec Mathieu, c'est que il a une manière de mettre les choses en valeur, on va dire au niveau esthétique, c'est vraiment sympa. Au niveau des couleurs, au niveau des polices, ça c'est vraiment, et c'est un plaisir de travailler avec lui en plus parce que il voit les choses. Enfin, quand on lui parle, il a une espèce de vision et tout, et donc c'est génial. Donc là, par exemple, vous voyez Prison Experiment, pardon, L'ombre du monde, décidément. Donc en fait, vous voyez, il y a plusieurs éléments. Donc il y a l'héroïne Ariane qui est là, qui fait ce signe-là parce que ça parle de société secrète, par exemple. Donc ça, c'était important pour nous, qui est ce personnage, que ce soit vraiment, comme je vous disais, pour moi, l'histoire, c'est le personnage. C'est la vie du personnage, c'est qu'est-ce qu'il apprend, comment il évolue, tout ça. Donc c'est important, ce personnage est central. Donc là, on voulait placer central. Ensuite, il y a vraiment, avec cette notion de secret, il y a ça.
il y a cette société secrète qui est derrière. Donc c'est important que ce soit vraiment voyant, de voir de quoi on va parler, de quoi ça va parler derrière. Et ensuite, il y a ça, là, ici. Donc ça, c'est un temple grec que vous reconnaissez avec la lumière et vraiment toute l'ombre partout, parce qu'il va être question de tradition ancestrale, d'un savoir ancestral, de compétences ancestrales. Mais qu'est-ce que ça va être? Bon, ça, je vous le dis pas. Et ensuite, ici, vous voyez aussi, peut-être, si je rapproche, vous voyez une espèce d'écriture en filigrane, une écriture ancienne. Parce qu'en fait, il est question dans le livre vraiment d'un manuscrit de Plutarque, qui est un manuscrit très important, qui explique plein de choses. Et, euh, et en fait, je voulais le mettre, je voulais qu'il y ait ce truc. Donc voilà, quand on va travailler l'écriture, moi je vais dire à Mathieu, voilà, je raconte l'histoire, je fais ça. Je lui laisse un peu de prendre ses notes, garder sa vision et tout. Et moi je vais dire, voilà, moi j'aimerais bien avoir un temple, j'aimerais bien avoir cette écriture. Donc je suis allé lui trouver l'écriture, hop, je lui ramène l'écriture qui est là, c'est celle-là. Je lui dis, c'est celle-là que je veux, hop, lui il va la chercher, il prend les droits, il achète tout, machin. Et puis à la fin, voilà. Et donc c'est comme ça qu'on travaille, donc c'est super, parce qu'en plus il y a aussi ce côté création. Et ça c'est super quand on est auteur indépendant, euh, c'est qu'en fait on touche à tout quoi. On fait un peu de couve, on fait l'écriture, on fait un peu de marketing. Donc c'est à la fois, ça prend beaucoup de temps et on peut pas forcément tout faire bien, donc il faut choisir. Moi c'est vraiment l'écriture à bloc, je sais pas si vous avez vu. Maintenant, ceux qui me suivent, sur Facebook, je suis pas tout le temps en train de coller des photos de moi ou de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'aimerais bien peut-être pouvoir le faire. Peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, je sais pas, mais je peux pas. Je préfère me concentrer sur l'écriture et puis faire des lives ponctuellement et faire des promos quand je sors mes bouquins et faire du marketing quand je sors mes bouquins. Mais là, j'ai sorti mon deuxième tome d'À l'ombre du monde vendredi. J'ai fait du marketing tout le week-end, on va dire, de loin maintenant. Je suis plus parce qu'au début, on est H24 devant le truc. Hein. Maintenant, c'est un petit peu, j'ai pris du recul, mais je fais encore 2 jours de promos, puis ensuite c'est fini la promo et c'est parti et j'enquille sur le suivant. Donc c'est vraiment, on touche un petit peu à tout. Là, je commence à digresser là. Je commence à partir sur. Alors, on est sur les couvertures. Alors, un personnage trop parfait et moins attachant. Bah oui, effectivement. Alors, on aime bien tous les héros super forts et tout machin, mais c'est sympa aussi d'avoir quelqu'un dans lequel on se reconnaît. Alors, Joël Dicker disait qu'il ne connaissait pas la fin de son histoire en l'écrivant. Et vous? Alors, 2 choses par rapport à Saint-Michel. Moi, je ne crois pas Joël Dicker quand il dit qu'il ne connaît pas les fins quand il écrit ses histoires. Et je ne le crois pas quand il dit qu'il ne fait pas de plan pour ses histoires. Voilà, personnellement, je ne le crois pas. Parce que quand on voit la complexité de ces histoires, euh, et quand on voit qu'en plus il y a des complexités temporelles, c'est-à-dire il y a plusieurs personnages, plusieurs intrigues, en plus il y a des flashbacks et tout, c'est impossible de ne pas faire de plan. Donc moi je trouve ça dommage. Enfin, je pense voilà. Moi quand il dit qu'il ne connaissait pas la fin, moi ça va être le contraire en fait. Je vais travailler énormément de mon histoire avant de l'écrire et je vais vraiment aller me questionner sur la fin. Et donc en gros, et ça vous pouvez regarder plein d'auteurs, d'écrivains, Edgar Poe, Lovecraft, euh, euh, même des méthodes d'écriture et tout. Tout le monde vous dit qu'il faut commencer par la fin. En fait, c'est quand on connaît la fin, connaît le début, et voilà, on va aller construire ce qui se passe entre. Donc je sais que peut-être je vais choquer des gens en disant ça, mais il y a plein de gens qui travaillent en partant de la fin, et notamment si on veut faire une chute, quelque chose de vraiment un twist final, bah, on peut pas faire. Le twist, il va pas forcément tomber comme ça quand on aura écrit notre histoire. L'idée, c'est d'aller chercher le twist, et puis ensuite on va construire l'histoire de manière à ce que le twist soit un twist. Vous voyez ce que je veux dire? C'est euh, c'est vraiment. C'est difficile de. Alors après, par contre, il y a une latitude, je pense. C'est-à-dire que moi, quand je dis je connais la fin, ouais, je connais grosso modo la fin. Grosso modo. Par contre, si quand je vois que j'écris, finalement, la fin, elle fait pas sens, et que en approfondissant mon histoire et en connaissant mieux mes personnages, mon univers, tout ce qui se passe, je me rends compte qu'en fait, la fin, elle fait pas sens et qu'il faut que je la change, en fait. Et c'est ce qui s'est passé pour le tome 3 d'Aztec. Le tome 3 d'Aztec, j'avais une fin qui me satisfaisait pas. Je dis mais en fait cette fin c'est pas possible. Elle n'est pas assez puissante l'héroïne dans la fin là. C'est pas bon. C'est pas elle qui finit l'histoire. C'est pas beau. C'est pas ça nous pousse pas à nous surpasser. Ça crée pas ce sentiment un petit peu où on veut sortir de soi-même pour aller plus haut. Donc en fait j'ai changé la fin. Et en fait en changeant la fin, je suis revenu en arrière pour aller vérifier mes différentes étapes, mes trucs, pour aller voir, bon, si je change la fin, est-ce que mon histoire, elle va encore dire quelque chose et tout. En fait, je me rends compte que tout était en place pour la fin que j'avais pas prévue. Ouais, c'est marrant. Donc des fois, mais et souvent aussi, on pense à une fin, on pense à une fin, et en fait,
Alors là, elle a évolué, la mienne, genre c'était la fin blanche et elle est devenue la fin noire en gros. Donc là, j'ai complètement switché la fin. Mais il arrive parfois qu'on arrive à une fin qui finalement change un petit peu, elle varie un petit peu. On dit bah tiens il va se passer ça à la fin, mais ouais mais il y a une petite variation qui fait que il va y avoir une originalité, il va y avoir peut-être une fausse fin avant cette fin, puis voilà. Donc en fait, je pense qu'il faut rester souple, mais encore une fois, en termes d'écriture, de construction d'histoire, quand on veut construire des histoires complexes, si vous allez lire des scénaristes ou des gens qui expliquent comment raconter des histoires, il y en a aucun qui va vous dire commencez à écrire une histoire sans connaître la fin. Il n'y en a aucun qui va vous dire écrivez votre histoire au fil de la plume, sans la structurer, sans la réfléchir avant. Il n'y a aucun qui va vous dire ça. Parce que si vous faites ça, vous allez commencer à écrire, ça va être super et tout. Et puis à un moment, comme ça arrive à plein de gens, bah, vous allez arriver, bah tiens, j'ai 200 pages et je sais plus quoi dire, je sais plus où est-ce que ça va, je sais plus où il faut aller, j'arrive plus quoi. Donc en fait, le bouquin il est fini, il est perdu. Donc c'est hyper important d'aller chercher justement bah, où est-ce que je veux aller, quelle est ma fin. Donc je sais que ma fin, ça me donne une deadline, on va dire, temporelle et même géographique. À un moment, il faut que j'aille là. Donc il faut que j'y aille. Donc ça donne un repère où il faut aller, même si à la fin ça change finalement. Mais ça sera quand même, on va arriver à cette périodicité-là, de cette fin. Et même si on la change, et on va faire le chemin pour arriver là. Donc vraiment, voilà, moi ça me surprend tout le temps ce genre de truc. Je suis assez sceptique. Euh, alors, Claire, c'est ce que j'adore dans ton écriture, la capacité qu'on a à se projeter dans des personnages à notre portée et qui explosent. Ben voilà, c'est ça. C'est aller chercher la puissance qu'on a en nous, en fait, le potentiel qu'on a en nous. Si on regarde, on est constitué d'atomes. Si on regarde l'énergie qui est développée pour qu'il y ait des électrons qui tournent autour des noyaux, enfin, c'est des trucs qui peuvent faire alimenter une vie dans l'électricité pendant des mois, quoi. Donc on a une énergie potentielle énorme en nous, infinie. Et donc c'est l'idée, c'est d'aller chercher ça, quoi. Les parfums explosent du livre Aztec. Ouais, je te remercie, Claire. Euh, Tu choisis tes titres avant d'écrire, pendant ou une fois fini. De Sophie. Merci beaucoup, vous avez plein de questions, c'est génial. Vous m'aidez vachement, c'est super. Et merci d'être là encore. Donc voilà. Donc, alors, à l'ombre du monde, hop, tuc, 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 à la base, ça devait s'appeler. Alors à un moment, ça devait s'appeler peut-être Edriel, parce que il y a une héroïne qui s'appelle Edriel. Ça devait s'appeler je sais plus, le rêve, je sais pas quoi, enfin je sais plus exactement. Et en fait, l'héroïne qui est écrivain, donc il y avait un titre. Donc j'ai commencé à écrire l'histoire dessus. Et l'héroïne qui est écrivain, elle a écrit un best-seller dans le passé. C'est une héroïne qui a eu un succès à un moment et qui n'a plus de succès depuis 7 ans. Et en fait, à un moment, je devais trouver un titre pour ce bouquin qui avait marché pour elle. Et le titre qui m'était venu dans l'histoire, c'était À l'ombre du monde. Et c'était un livre qui parlait des rituels secrets, des sociétés secrètes, et qui allait chercher un petit peu tous les éléments communs entre les différentes sociétés secrètes au fil du temps. Que ce soit vraiment comme l'ancienne Égypte, hein, ou alors qu'on remonte aux sociétés contemporaines qu'on connaît, d'aller chercher donc son idée, c'est cette héroïne, elle a bossé là-dessus. Et ça lui sert pour l'histoire. Et donc, et finalement, en réfléchissant, à un moment, je me suis dit, mais pourquoi finalement ce serait À l'ombre du monde, ce serait le titre du bouquin de mon héroïne, alors qu'en fait, le bouquin, le titre, il est cool, quoi, il a l'air sympa, j'en ai parlé un peu autour de moi, et en fait, bah, notamment j'en ai parlé à Mathieu, et Mathieu m'a dit, bah non, c'est ce titre-là qu'il faut, quoi. Et donc en fait, voilà, donc le titre est né comme ça. Euh, donc ensuite, donc les titres, c'est comme tout, ça peut évoluer et tout. Donc par exemple, pour Aztèque, alors là j'ai fait simple, je me suis dit, je fais un bouquin qui va parler des Aztèques, il faut que je sois clair. C'est Aztèque, voilà. Donc la série, elle s'appelle Aztèque. Maintenant, le premier tome, c'est Harem. Ensuite, c'est le. C'est quoi? C'est la chenille et le papillon, je crois. Ou le vol du papillon, ou un truc comme ça. Puis le troisième, c'est la croisée des mondes. Enfin, un truc comme ça. Donc, en fait, donc là, voilà, je voulais être clair pour que les gens sachent dans quoi ils partaient. Et puis ensuite, avec des titres plus poétiques, qui évoquent plus de choses et qui parlent plus de l'histoire. Des sous-titres, pardon. Et ensuite, Prison Experiment, à la base, ça s'appelait L'œuvre. Parce que cette grande prison qui a été bâtie par un architecte à moitié fou, mais génial, mais fou, il l'appelait son œuvre, il l'a considéré comme son œuvre. Et donc on l'appelait l'œuvre, et c'est simplement qu'à un moment, je sais pas, ça a switché et j'ai préféré prendre un titre anglais. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que je sais pas. Mais voilà, donc c'est parti là-dessus. Alors je continue. Merci Myriam pour les couvertures. Tout le monde se fait coucou, c'est génial. Vous êtes très structuré. Oui, alors Aurore. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, comme je disais, dans mon expérience, si tu veux, au début, comme j'écrivais sans structure, j'arrivais à la moitié de mon histoire et en fait, je savais plus quoi faire. J'étais bloqué.
Donc le fait de me structurer, ça me permet de savoir où je vais, ça me permet de voir. C'est important qu'un livre soit équilibré, qu'il y ait un début, un milieu, une fin, qu'on sente que s'il y a des choses, elles ne sont pas là par hasard. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend. On a tendance à penser en France qu'un écrivain, c'est un génie qui naît avec l'écriture dans la tête et il sait quoi écrire. Et moi, je pense plutôt que les écrivains, ils ont énormément lu et donc comment dire, euh, euh, ils ont emmagasiné, ils ont digéré, ils ont emmagasiné tout un tas de structures d'histoire et en fait, ils le redéploient sans s'en rendre compte de manière inconsciente en fait. Et qui fait que ça fonctionne parce qu'en fait, voilà, c'est des schémas, ça correspond aux schémas de pensée, les histoires. Donc, après, l'idée, c'est voilà, est-ce qu'on va le faire de manière inconsciente ou est-ce qu'on va essayer de le faire de manière consciente? Moi, je pense que c'est important d'aller chercher comment ça fonctionne, comment on touche les gens, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre en exergue certains trucs, rendre certains trucs plus forts ou moins forts, ou diminuer machin, ajuster un peu les boutons. Si on n'a pas conscience de tout ça, ça peut très bien marcher. Il y a des bouquins qui sont géniaux où les gens ne sont pas de poser de questions et en fait ça a marché et je dis pas le contraire. Mais moi, j'aime bien essayer d'être maître de ce que je fais, pas subir le truc. Savoir où je vais, savoir pourquoi j'y vais, comment. Et normalement, si vous me posez une question sur mon bouquin, quand vous l'aurez lu, et vous essayez de me coincer, normalement, je devrais avoir réponse à tout. Parce que chaque mot a sa place. Et ça, je pense que c'est important. Parce que en face de nous, on a des lecteurs, et ces gens-là, on leur doit un travail le plus parfait possible, quoi. On leur doit. Ces gens-là vont nous donner du temps. C'est du temps que vous passez à lire vos livres, c'est du temps que vous investissez sur un auteur, sur un livre. Et donc je pense que nous, on a vraiment une responsabilité en face de faire vraiment quelque chose qui vaille le coup que ce temps soit investi. Voilà. Alors je continue. Virginie, quels sont les auteurs qui t'inspirent hormis Stephen King? Alors Stephen King, moi je connais beaucoup parce que ma mère a tout lu, elle m'a raconté toutes les histoires et j'en ai lu quelques-unes, mais voilà surtout. Et puis bon, de toute façon maintenant ça tourne dans tous les sens, donc oui. Euh, bah, les auteurs qui m'inspirent. Et franchement, alors si je devais, les auteurs qui m'inspirent, et je vais paraître peut-être un peu vieux con quand je dis ça, euh, je dirais Alexandre Dumas. J'ai beaucoup aimé la manière dont il développe ses scènes, ses conflits. Mais c'est un truc de malade. Si vous regardez de près, par exemple, les Trois Mousquetaires, enfin, je veux dire, le personnage de Milady, qui est donc, enfin, vous mettez une femme dans une geôle, toute seule. Tout le monde sait qu'elle est mauvaise, qu'elle est dangereuse. Elle est dans une geôle, elle est prisonnière. Dire, tout le monde se méfie d'elle. On sait que c'est l'ennemi public numéro un. Eh ben, Alexandre Dumas, il va placer son héroïne dans cette geôle, donc on se dit, c'est pas possible. Pas possible qu'elle se barre, c'est pas possible. C'est impossible. Il y a un conflit énorme. On se dit, eh ben, en fait, il va développer son truc, Alexandre Dumas, sur plusieurs scènes, sur plusieurs chapitres. Et à la fin, Milady, elle arrive à partir, elle arrive à fuir de la geôle, quoi. Alors qu'elle était emprisonnée, fermée à triple tour, en haut d'une tour, de machin. C'est impossible. Ben, en fait, elle a réussi. Et moi, je trouve que un auteur qui arrive à mettre son personnage dans une situation dont il ne peut pas sortir et qui arrive à l'en faire sortir, ben moi j'admire. C'est ce que j'adore. Et ce que j'essaie de faire pour mes personnages dans mes histoires, c'est les mettre dans des situations. En fait, il ne faut pas qu'ils y arrivent. Je fais tout pour qu'ils n'y arrivent pas. Mais eux, après, par contre, ils vont devoir vraiment aller chercher ce qu'il faut pour y arriver. Donc des fois, ça va être un petit indice qu'ils ont laissé passer. Des fois, ça va être un petit coup de main, un petit truc qu'ils vont entendre, qui vont déclencher un truc qui machin. Il y a tout un truc à mettre en place pour ça. Il faut un certain passif, il faut un certain caractère, il faut certaines connaissances. Mais c'est ça qui est génial, je trouve. Et à l'inverse, quand on regarde par exemple, je ne sais plus quel Star Wars, où quand même ils ont les moyens de mettre des scénaristes de fou là-dessus. Moi, c'est à s'arracher les cheveux de voir ce qu'ils en font. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y avait une scène où donc on se retrouve avec c'est l'héroïne qui est dans le vaisseau d'Yan Solo, je crois, et Yann Solo, il se retrouve dans une super scène où en fait, il est bloqué. Ouais, c'est ça, il est dans un couloir, et donc il y a des contrebandiers qui arrivent d'un côté du couloir et d'autres contrebandiers de l'autre côté du couloir. Et en fait, ils se rendent compte qu'en discutant, lui, il doit de l'argent aux deux groupes de contrebandiers, mais en fait, il a pris tout le monde pour des cons. Donc là, le mec, il est tout seul, et là, tu te dis, il peut pas s'en sortir. Il est dans un couloir, il y a des contrebandiers de chaque côté, les mecs, ils sont ennemis, et en plus, ils lui en veulent. Donc, il peut pas s'en sortir. Donc, ça va être génial. Qu'est-ce qu'ils vont inventer pour que Yann Solo sorte de là? Donc, on se dit, il faudrait qu'il fasse un truc comme Alexandre Dumas, qui arrive à faire sortir Milady de sa tour. Ben non, en fait, ils n'ont pas fait ça du tout. C'est qu'à ce moment-là, il y a l'héroïne,
que vous connaissez là, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui fait sauter les plombs, alors en plus qui trouve les fusibles dans le... euh, les fusibles sont situés quand même en dessous enfin en sous-sol. Donc elle va en sous-sol. Alors déjà, c'est pas du tout logique, les fusibles en sous-sol. Elle fait sauter les fusibles, et les fusibles sautent, ils ouvrent des herses qui libèrent des monstres qui étaient prisonniers de Han Solo, et qui du coup vont attaquer les contrebandiers. Bon, d'accord, donc en fait le mec, il est dans la merde, mais c'est pas lui qui s'en sort lui-même. Et ça pour moi c'est très mauvais en termes d'écriture, d'histoire. Parce que nous ce qu'on veut, c'est qu'on veut voir un personnage dans une mauvaise situation, mais on veut voir justement, parce qu'on veut le tester, on veut voir qu'est-ce qu'il a dans le bide, quoi, en fait. Et c'est ça qui est bon. Donc Alexandre Dumas, il est génial. Après, j'en citerai un autre, c'est Victor Hugo. Alors Victor Hugo, bah voilà, vous connaissez, hein. C'est juste, c'est un génie, c'est magnifique, c'est poétique, c'est une maîtrise totale de chaque mot, de chaque syllabe, du rythme, enfin, c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Moi, je suis tombé, là j'ai trouvé mon maître, mais c'est là vraiment quand j'ai découvert Victor Hugo, voilà. Et après, bah oui, je sais pas, on peut citer plein de personnes, hein. Il y a Lucy Xin avec le problème de trois corps, je sais pas si vous avez lu, Histoire de science-fiction. C'est tellement, ça nous pousse en dehors de nos limites. Le problème de trois corps, je vous le conseille, mais c'est à devenir, c'est très puissant, mais même trop puissant, ça fatigue, c'est dur. C'est voilà, l'inspiration. Mais maintenant, du coup, ce que je fais, c'est que je fais du audible à bloc. J'écoute les livres. Parce que comme je suis tout le temps sur mon écran à écrire, ou alors dans mon boulot aussi, je suis sur l'écran, bah pour la lecture, on va dire, je me fais raconter une histoire, je ferme les yeux, je profite, quand je vais me balader, quand je fais du footing, quand je conduis. Ça, c'est vraiment, je vous le conseille si vous n'avez pas tenté encore les audiobooks, vraiment, je trouve ça génial. Et en plus, on peut le faire tout le temps quand on se déplace. Du coup, je trouve on perd plus notre temps. Là, par exemple, tu dois aller faire des courses, tu perds t'as 20 minutes de bagnole, bam, bah, tu te fais 20 minutes de livre. Bah hop, c'est comme si tu lisais, l'histoire elle a avancé, t'as pas perdu ton temps, t'as appris des choses. Enfin, c'est génial quoi. Alors, ça fonctionne bien. Myriam qui lira le replay. Corinne, tu as lu le problème intracorps, vraiment très bien. Bah oui, 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 c'est très très complexe. Ça parle de relativité, ça parle de vitesse de la lumière, ça parle de l'homme dans l'univers, la place de l'homme dans l'univers, comment on gère ça. C'est très très puissant, mais ça fait limite peur. Et je me dis, ce mec-là, c'est pareil, c'est un génie, c'est un cerveau pour avoir fait un truc comme ça, mais c'est un cerveau de fou, quoi. Euh, voilà, voilà. Oui, c'est important. J'ai loupé ma dissertation ce matin. Je suis pas structuré. Bah Aurore, je te rassure, hein, si tu veux être structuré, il y a plein de trucs. Il y a plein de. Moi j'ai un bouquin qui est génial, que j'adore. C'est le Truby, c'est John Truby. C'est le scénario, écriture du scénario ou un truc comme ça de Truby. C'est génial. Il est génial ce bouquin. Et en plus, il analyse des films et il vous montre pourquoi ils sont bien écrits, pourquoi ils sont mal écrits. C'est génial. Je vous le conseille, même en tant que lecteur, pour aller voir un peu les ficelles qu'il y a derrière, comment ça fonctionne et tout. C'est super. Super. Alors, je continue, je descends le chat. Voilà. Alors, écoutez, là, j'ai répondu à toutes les questions du chat. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions. Moi, je vais regarder, j'avais quelques petites notes, voir si je peux vous parler d'un truc sympa. Euh, Qu'est-ce que j'ai? Euh, voilà, non. Bon. Ouais, je peux vous parler un petit peu de À l'ombre du monde, mon dernier, si ça vous intéresse. Vous parler un petit peu de certains trucs qu'il y a dedans. Euh, je vais vous en parler un petit peu le temps qu'il y ait quelques questions qui arrivent. Et puis voilà. Et puis ensuite on s'arrêtera là s'il n'y a pas de questions. Donc, bah, petit truc. Donc, dans À l'ombre du monde, donc je vous ai dit qu'il est question un petit peu il est question un petit peu justement du pouvoir de l'esprit sur la matière. Donc la question qui se pose du rêve prémonitoire. Est-ce qu'on a des rêves prémonitoires ou pas? Donc moi il y avait un truc qui m'a toujours fasciné, c'est les Amérindiens, a priori pour eux, il n'y avait pas de rêve prémonitoire. En fait, c'est ce qu'on rêve, ce dont on rêve qui va se réaliser. En fait, ils se racontent les rêves des fois, donc il ne faut pas avoir de mauvais rêves. Parce qu'en fait, ça va se réaliser, parce que l'esprit pour eux est tellement puissant. L'esprit pour eux est tellement puissant que ça va se réaliser. Excusez-moi. Donc du coup, voilà. Donc c'était un petit peu la question du rêve prémonitoire. Et donc il est question aussi de Nostradamus, par exemple.
Donc vraiment Nostradamus, les prophéties, euh, est-ce que ces prophéties, est-ce qu'elles se sont réalisées, lesquelles se sont réalisées, est-ce qu'on peut croire, et comment lui, quelles étaient ses méthodes de divination. Donc on va parler aussi de tout ça dans le livre. Vraiment, je suis allé chercher dans, tous ces, dans toute cette thématique différents personnages. Est-ce que les visionnaires, les gens qui ont eu des visions, William Blake, comment il a fait, pourquoi, comment, et essayer de savoir est-ce que ces mecs-là, ils ont imaginé des trucs qui sont arrivés par chance après, ou est-ce que justement c'est parce qu'ils les ont imaginés que c'est arrivé. Est-ce que vous savez déjà arrivé dans la... Bon, vous connaissez tous la loi de l'attraction. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience, je sais pas, de penser un truc tous les jours, plusieurs fois, vraiment d'essayer de ressentir, machin, et de voir est-ce que ça vous a... Est-ce que c'est arrivé dans votre vie. Est-ce que vous avez demandé à un moment quelque chose, même à travers une prière ou n'importe quoi. À travers une prière ou n'importe quoi, voilà. Donc c'est un petit peu les questions que je pose là-dedans. Et parce que je trouve que c'est passionnant. On parlait tout à l'heure de Liu Cixin, mais justement l'univers, la relativité, tous ces trucs-là, la gravité, la mécanique quantique et tout, et en même temps le cerveau avec toutes les interactions électromagnétiques. Qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut faire des choses, est-ce qu'on peut influencer sur des trucs, est-ce qu'on peut, quand on est à côté de quelqu'un qui stresse, on le ressent le stress. Comment ça passe? Il y a des ondes, il y a des trucs, enfin voilà tous ces trucs-là quoi. Puis bon après Star Wars, la télékinésie, tout ça, bon ce serait génial ça. Enfin ça c'est un autre truc. Euh, alors, les audiobooks que j'ai tenté, je me suis aperçu que je n'en faisais pas plus, je suis prise par l'histoire qu'avec du papier. Oui, alors après, les audiobooks, effectivement, euh, ça parle pas à tout le monde parce que parfois, on a l'esprit qui décroche. On décroche un petit peu et moi, des fois, mais alors ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez revenir en arrière hop, pour écouter. Et après, voilà. Mais après, chacun son truc, hein. Il y a des gens, ils préfèrent le papier, des gens, ils préfèrent la liseuse, d'autres l'audiobook. Mais c'est bien de savoir que ça existe et que ça peut permettre, dans certaines situations où on ne peut pas lire parce qu'on a besoin de nos yeux, de quand même continuer une histoire. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors Virginie, un extrait. Alors bah oui, avec plaisir. Par contre, j'ai pas, j'ai pas prévu d'extrait. Alors je vais regarder. Alors je vais le deuxième chapitre de À l'ombre du monde. Et vous me dites stop, parce que je vais peut-être pas lire tout le chapitre. Alors, à moins de 300 kilomètres de là, ce qui est ici et là-bas, jures-tu de défendre ce secret au péril de ta vie? Je le jure. L'adepte, un homme de 41 ans, de grande taille aux muscles saillants, contemple les objets réunis sur l'autel cylindrique de marbre face à lui. Une lyre, un plectre d'or d'un côté, un arc et des flèches d'argent de l'autre. La lyre et le plectre pour la lumière et les arts, l'arc et les flèches contre la peur et l'ignorance. Ces attributs font sur l'adepte l'effet d'une puissance divine infinie. Il repense à tous les grands prêtres les ayant détenus avant lui, depuis plus de 28 siècles. Forgé par Apollon lui-même, se dit-il, le dieu de la lumière, de la nuit et de la divination. Comme l'exige le chemin des frères, il a commencé son initiation vêtu de la tenue rituelle de l'esclave du dieu Apollon. Une ample tunique de toile beige sur son corps nu, le cou et les poignets entravés par des cordes de cuir, une capuche et un masque dissimulant son visage. Les prêtres, pointant vers lui l'arc bandé du dieu, avaient demandé: déclares-tu ton désir sincère de pénétrer les mystères et les secrets de cette confrérie? Oui, je le désire, avait-il répondu. Promets-tu de la servir au mieux? Je servirai la confrérie au péril de ma vie. Puisses-tu ne jamais oublier cette promesse, avait alors prévenu Mordo, et puisse le serpent Python t'étouffer si tu trahis les secrets qui se sont confiés. L'adepte ne s'était pas laissé intimider, persuadé qu'il empruntait le bon escalier, désireux de le gravir le plus rapidement possible. Il fallait qu'il se montre plus investi que les autres, et qu'il accomplisse quelque chose d'exceptionnel. Sans cesse, il a nourri cette pensée de réussite, condition sine qua non de réalisation de son rêve de grandeur. Ce soir, devant tous ses frères et sœurs, vêtus de noir et de blanc, il porte enfin la tunique pourpre des prêtres oraculaires d'Apollon. Les membres réunis en cercle au pied de l'immense statue d'or du dieu se balancent au rythme des psalmodies. Bercé par elle, l'adepte contemple les masques qui l'entourent. Même s'il ne peut voir leur visage, il connaît ses frères mieux qu'eux-mêmes ne se connaissent. Ils font partie des puissants, et il vibre à l'idée de bientôt devenir le plus puissant d'entre eux. Tant de tractations ont été nécessaires pour s'élever vers la lumière. L'adepte sourit intérieurement. Aucun être humain ne pourrait imaginer qu'un rituel secret puisse avoir lieu en cet endroit, ce sanctuaire sacré depuis l'Antiquité. Si les dizaines de millions de touristes savaient ce qui se déroule juste à côté d'eux, à leur insu,
à l'abri de leur vue et de leur ouïe. Le temple qui abrite le rituel remonte au premier temps de l'oracle, aux environs du 8e siècle avant Jésus-Christ. Un véritable dédale de couloirs, de chambres et de cérémonies, de bibliothèques, de caveaux, mausolées, cabinets noirs, escaliers ancestraux donnant sur des gouffres insondables. La plupart des inconscients qui ont voulu l'inspecter en totalité n'en sont jamais revenus. Mais l'adepte n'a pas besoin de l'explorer pour savoir que la plus importante de toutes ces salles est celle où il se tient à genoux actuellement, devant la lyre et l'arc d'Apollon, la dit-on. Voilà. Donc ça c'est un petit extrait. Je ne sais pas si vous en voulez un deuxième. Euh, voilà, donc ça c'est un petit extrait, c'est le début du deuxième chapitre, où on découvre l'adepte. Voilà. Alors, je vais faire un deuxième, je vais faire peut-être une deuxième lecture, un deuxième petit extrait, en attendant de voir si vous avez d'autres questions. De rien, Sophie, de rien, ça fait plaisir. C'est la première fois que je lis à quelqu'un mon livre, et ça fait bizarre. J'ai pas trop préparé ce que j'allais lire, mais je vais voir si je peux trouver un autre chapitre sympa. Alors, juste un truc un petit peu différent. Tac, tac, tac. Mais qui spoile pas trop non plus. Euh, Allez, je vais vous faire un petit Nostradamus, ça vous dit? Un petit Nostradamus. Allez, un petit Nostradamus. Alors, c'est le chapitre 18. Chapitre 18, musée de Nostradamus, Salon de Provence, 16h30. Michel de Nostredame dit Nostradamus a vécu à l'époque de la Renaissance entre 1503, année de sa naissance à Saint-Rémy de Provence, et 1566, celle de sa mort à Salon de Provence. Selon bien des sources, il était apothicaire, c'est-à-dire pharmacien, exerçant dans le domaine de la santé, et il est devenu médecin après avoir suivi ses études à Montpellier. Pratiquant l'astrologie, il est surtout connu pour ses prédictions sur la marche du monde, commencée en l'an 1555. Le voyage que nous allons faire dans son ancienne demeure devrait répondre à vos questions. Par ici, s'il vous plaît. Ariane jette un œil à la fenêtre donnant sur les toits et remarque un amas de nuages sombres occultant la lumière de fin d'après-midi. Il fait déjà presque nuit et une pluie de rue tambourine contre le toit. Le guide s'arrête près d'une vitrine contenant des instruments de médecine anciens et les 5 membres de son groupe, un couple de sexagénaires, un grand homme frisé, une petite dame ainsi qu'un homme portant une veste rayée noire et grise, se pressent pour admirer les aiguilles, ciseaux, pinces et autres tenailles. Un frisson parcourt la jeune femme à l'idée de tous les malheureux qui avaient dû y recourir. Médecin et astrologue, quel étrange mélange, me direz-vous. Eh bien, sachez qu'à l'époque, médecine et astrologie allaient de pair. C'est ce que l'on apprenait à l'université de Montpellier. Pour bien comprendre ce dont il est question, il faut savoir que Nostradamus s'inscrivait en droite ligne de la philosophie phénicienne et platonicienne, c'est-à-dire qu'il croyait à l'accès à des idées suprêmes qui existent quelque part et qu'on peut aller chercher, des vérités qui existent de toute éternité. Il partageait la vision des humanistes de la Renaissance selon laquelle l'homme est un univers au sein du grand univers, un microcosme dans le macrocosme. Partant de ce postulat, chaque partie du corps est en vibration, en harmonie avec une partie du ciel. La maladie est une disharmonie qu'on peut comprendre en étudiant la disposition des astres et des planètes dans le ciel et qu'on peut soigner en utilisant diverses médecines, plantes ou onguents destinés à contrecarrer cette influence néfaste. Le guide petit homme à moustache leur fait signe d'avancer vers une salle baignée d'une lueur pourpre. Derrière 2 hautes colonnes se profile le visage d'un homme aux allures de savant, portant barbe et chapeau, occupé à méditer sous les étoiles, une plume dans la main et un manuscrit ouvert sur les genoux. Si Nostradamus est l'un des plus célèbres prophètes ayant existé, s'il est connu dans le monde entier, c'est parce qu'il a été capable de prédire nombre d'événements importants ayant lieu jusqu'à aujourd'hui, y compris la date et les conditions de sa propre mort. De son vivant déjà, il jouissait d'une grande notoriété et des plus hauts membres de la cour comme Catherine de Médicis et Henri II le consultaient de manière régulière. Bon voilà, donc là je crois que j'ai fait, voilà. Donc vous voyez un petit extrait de... Donc voilà, donc Ariane qui va au musée de Notre-Dame. Et donc voilà, j'ai fait beaucoup de recherches sur Nostradamus, lu beaucoup d'ouvrages et écouté beaucoup d'émissions pour aller justement essayer de chercher un petit peu, raconter les choses d'une manière un petit peu différente. Vraiment essayer de les rendre vivantes. Donc voilà, alors euh, je vous ai fait 2 petits extraits pour vous un petit peu pour vous montrer un petit peu mon écriture. Bon, je vous cache pas qu'en lisant, il y avait des petites tournures de phrases que j'aurais voulu reprendre, mais bon, ça c'est toujours pareil.
Euh, Est-ce que vous voulez un troisième extrait? Mais pas en conduisant. Ouais. En conduisant, ah oui, en conduisant, Corinne, ça te pose problème quand tu conduis d'écouter un audiobook? Après, c'est ça, hein, c'est des fois c'est le téléphone, ça peut poser problème. Une conversation avec quelqu'un, ça peut poser problème. Donc c'est effectivement. Je vais voir si je peux faire un troisième petit extrait. Si vous avez des questions, allez-y. Et puis on conclura là-dessus. Un petit truc court. Je vais voir si je trouve un petit truc un peu court. Est-ce que je peux avoir. Alors, attends. Allez, un petit truc comme ça au pif. D'accord? Un truc au pif, Virginie, puis on conclura là-dessus si tu veux. Si vous avez des questions, allez-y, hein, j'y réponds. Euh, alors, le ventre serré, Ariane referme la porte et s'appuie à l'olivier pour se remettre de cette douloureuse vision. Elle sent soudain quelque chose au bout de ses doigts. Elle regarde de quoi il s'agit et repère dans l'ombre des branchages une sorte de rectangle en bas-relief dans l'écorce. Elle se souvient alors de Damien, le premier soir passé dans cette maison. Edriel avait tout juste 1 an et il avait gravé un cœur avec leurs initiales à tous trois. Son regard s'illumine. Et si? Elle écarte les feuilles et inspecte la gravure en vain. En lieu et place du cœur et des initiales figurent ce rectangle nu, le symbole de leur amour disparu, oblitéré comme le reste. La jeune femme envisage alors la possibilité que Gavras ait raison, que les Ouzés aient raison, que le commissaire Hadès et que les archives aient raison. Y aurait-il un élément ou un être pouvant lui prouver qu'elle n'affabule pas? Elle n'en voit aucun, un affreux désespoir l'inonde. Voilà. Ouais, je vais arrêter ici. Donc voilà. Donc il y a le couvre-feu chez moi là, donc il va falloir que je vous laisse si vous n'avez pas d'autres questions. Bah merci Virginie, écoute, je suis content si ça te plaît, c'était juste un petit aperçu. La lecture donne envie, merci pour les extraits, merci la REM pour ce retour. Donc voilà, bah écoutez, un grand merci pour vous d'avoir été là, d'avoir permis de m'avoir écouté. Un grand merci pour tous ceux qui nous verront en replay. Et puis encore aux organisateurs, hein, donc Virginie, au groupe Addict à la lecture. Et un grand plaisir de vous retrouver un jour. J'espère qu'on aura l'occasion de faire un autre live, un de ces jours. Voilà, écoutez, bah, c'est du plaisir. Pour moi, c'est du plaisir. Vous savez, un auteur qui parle de son écriture, c'est pas un effort, hein. Loin de là. Donc c'est super qu'on ait fait connaissance. Si jamais vous avez envie de découvrir mes livres, bah, n'hésitez pas. Et puis après, je réponds à tous les messages, les mails, les trucs. Voilà, je fais des concours sur ma page. J'ai une mailing list. Si vous vous inscrivez, j'envoie les chapitres des livres suivants en avant-première. Je fais des petits jeux. Voilà, ça peut être sympa aussi de se retrouver sur la mailing list. N'hésitez pas. J'ai un site, costaeric.fr. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil si ça vous dit. Et puis voilà. Euh, et le tirage au sort, voilà, bah, il y a quelqu'un qui gagnera un bouquin. Donc bah, Virginie, tu me diras hein, comment tu veux t'y prendre, tu me tiens au courant. Et puis voilà quoi. Voilà, un grand merci à tous. Et puis voilà, une belle semaine à tous. Et au plaisir de se recroiser et au plaisir de se lire les uns les autres. Voilà. Ciao ciao.